Bonsoir. Alors, heureuse de vous retrouver, heureuse de retrouver des visages familiers, des nouveaux visages, et bonsoir aussi aux gens qui nous suivent virtuellement de ce côté-ci de la salle. Alors, je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative, citoyenne et culturelle au musée McCord Stewart. Je vous souhaite la bienvenue au nom du musée et d'Héritage Montréal avec qui on présente la série. Donc, on entame ce soir la 12e saison des échanges urbains avec une rencontre sur le thème de la nuit. Et nos échanges vont se poursuivre plus tard dans l'année en virtuel, en février et en avril, avec des discussions sur les thèmes du tourisme et des grands parcs urbains. On vous donnera plus d'informations au début de l'année 2024. Donc, suivez-nous sur nos sites web respectifs. Donc, avant de présenter la thématique et les invités de ce soir, je voudrais reconnaître que le musée McCord Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Kanien'kehá:ka démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée McCord Stewart considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. On vous invite donc à découvrir notre programmation actuelle, toujours l'exposition Voix autochtone d'aujourd'hui qui est présentée ici au premier étage. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, on a aussi ouvert l'exposition Wampum, perle de diplomatie, que vous pouvez visiter jusqu'au mois de mars. Donc, une exposition présentée en collaboration avec l'équipe Branly, donc qu'on vous invite à découvrir. Pour revenir à notre activité de ce soir, je vais donc vous présenter nos trois invités qui vont discuter de la thématique Nuit Montréal nocturne. Alors, je présente tout d'abord, excusez-moi, j'ai mes feuilles dans le désordre. Donc, Valéria Théiès-Niemeyer, qui est candidate au doctorat en histoire de l'art à l'UQAM. Elle est titulaire d'une maîtrise en médiation culturelle de l'Université Paris 8 et d'un diplôme en design de l'environnement de l'Université Diego Portales au Chili. Ses recherches actuelles visent à restituer l'histoire de la nuit, de la lumière électrique à Montréal à travers l'étude des médias visuels de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Elle a publié les articles Nuit électrique, Atmosphère lumineuse de Montréal au 19e siècle dans la revue Raccord et Montréal by Night, Montréal de Noche dans la revue Materia Architectura. Excusez, je manque de ce soir. Vincent Richer, Monsieur Vincent Richer est directeur adjoint de la direction des services organisationnels au service de police de la ville de Montréal depuis mars 2021. Il a fait ses débuts au sein de l'organisation comme patrouilleur en avril 1993 et a été promu à titre d'officier de direction en avril 2008. Monsieur Richer est entre autres impliqué à titre du membre du conseil d'administration de l'Association des directeurs de police du Québec et œuvre notamment depuis 2016 à titre de président du conseil d'administration du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal. Et enfin, on accueille Mathieu Grondin. Mathieu Grondin est directeur général et cofondateur de l'organisme Montréal 24/24. Il compte plus d'une dizaine d'années d'expérience sur les questions de la gouvernance nocturne. Il a produit plus d'une centaine d'événements au cours des 20 dernières années, a occupé les postes de programmateur au Festival du Nouveau Cinéma et au Rendez-vous du cinéma québécois. Diplômé de l'Université Concordia en cinéma, il est également un réalisateur, un monteur-pigiste reconnu, ayant collaboré avec des marques et des artistes prestigieux comme Céline Dion, Daniel Ricciardo, Red Bull, Dell, Ford et McDonald's. Alors, je remercie nos trois invités d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que les échanges vont être en français, suivis de discussions avec le public. Les questions peuvent être posées en français et en anglais. Et les personnes sur Zoom aussi peuvent poser leurs questions à travers la fonction questions-réponses. So tonight's presentation will be in French, and the question from the audience can be asked in French or in English, and people who are following the lecture on Zoom can use the Q&A function to address their question. Alors, je remercie tout le monde. Je vais maintenant laisser la place à Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, introduire le sujet de ce soir. Et merci à vous tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci Marie-Louisa. Je vais rester ici par simple paresse. C'est un droit quasiment constitutionnel, dans mon cas. Je vous remercie encore une fois au Musée McCord et à son équipe
Il reste quelques places en avant. On accueille des gens qui viennent avec nous. Effectivement, c'est le début d'un 12e cycle de ces échanges urbains. Et ce n'est pas la première fois qu'on aborde la question de la nuit. En fait, on a déjà eu un échange urbain qui s'est tenu avec l'architecte Connor Sampson, l'historienne de l'art Josiane Poirier et le responsable créatif chez Moment Factory, Sachin Bessette, sur la question de l'éclairage. On avait parlé Illuminer Montréal, innovation ou saturation. Et c'est là qu'il y a eu la grande parole sage qui a été lancée. On peut-tu avoir le droit d'être tranquille de temps en temps? Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que cet échange urbain s'est tenu le 1er novembre 2017. Donc, vous voyez qu'on a de la suite dans nos idées, dans nos collaborations avec le Musée McCord, et on fait toujours coïncider des thèmes semblables avec, d'une part, l'Halloween, d'autre part, le changement d'heure, et on est très heureux que ça se produise la semaine prochaine et pas avant, parce qu'on a risqué d'avoir un petit peu moins de monde. Alors, merci beaucoup pour votre intérêt. Thank you very much. Today is the launching of a cycle, but the theme of nights and Maria Luisa mentioned the exhibition above, the Wampum One, which is a wonderful discovery in a world that too few people know about, and many deserve to discover. But I would also bring to your attention the wonderful exhibition about Duncan. Ce dessinateur qui a, avec M. McCord au 19e siècle, qui ont fait le tour de l'île de Montréal pour dessiner. Ce sont des magnifiques pièces, sont en haut, mais il y a très peu de choses qui décrivent le Montréal du 19e siècle la nuit. On va en apprendre avec Valéria, mais il faut dire que pour dessiner, si vous avez déjà fait ça, c'est plus facile quand il y a du soleil que quand on voit rien, parce que l'éclairage urbain commence en 1815 avec quelques lampes sur le bord de la rue Saint-Paul. C'était pour les commerçants qui s'étaient cotisés parce qu'il y avait des questions de sécurité. 1815, c'est il y a au-delà de 2 siècles. Et on va en apprendre davantage au point de vue historique. Mais si on parle des nuits de Montréal, c'est sûr qu'elles ont fait l'objet de chansons. Il y a combien de villes qui sont de métropoles dont les nuits font partie un peu de l'identité à toutes sortes de niveaux, mais également ce sont des espaces qui sont craints depuis longtemps. Il y a presque des cultures héritées des temps très anciens de couvre-feu quasiment. Alors, en 2023, bientôt 2024, on réalise qu'on ne considère plus la nuit uniquement comme le contraire du jour. C'est quelque chose, je me rappelais, il y a quelques années, on a eu un colloque avec des géographes et on parlait du patrimoine maritime, des bords de l'eau et tout ça. Les gens nous rappellent que l'eau, c'est pas un autre univers, c'est un peu la continuation de la Terre d'une façon différente par des activités, des paysages, vous savez, on parle de bateaux, c'est l'architecture des bateaux. Alors, c'est juste pour se dire que notre relation à la nuit, c'est pas t'as le jour puis après ça t'as le néant. Donc, comment est-ce qu'on va l'aborder? L'idée de l'échange urbain, c'est un peu d'explorer à travers 3 regards qui nous sont très complémentaires, mais très pertinemment complémentaires et différents. Cette idée d'un temps en soi, la nuit, mais également d'un territoire. Quel est l'espace de la ville la nuit? Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il change? Comment est-ce qu'on le comprend? Et on a des relations personnelles, des relations collectives. Moi, personnellement, je peux vous dire, hier, j'ai été absolument fasciné de voir comment ça grouillait de monde sur les trottoirs la nuit, puis vous comprenez qu'il y avait toutes sortes de monstruosités qui se promenaient en rigolant. C'était absolument fabuleux, mais c'était la nuit et c'était incroyable. Mais je me rappelle également comme étudiant en architecture où les gens connaissent pas trop ça, mais ça s'appelle des charrettes. C'est pas les charrettes de la Révolution française pour envoyer les gens à la guillotine. Les charrettes, c'est les étudiants qui terminent leurs travaux très tard. Puis ça devient une pratique chez les professionnels. Quand vendredi soir, le promoteur décide qu'il faut changer le projet pour lundi matin, ben ça fait une charrette de 2 jours. Et rentrer chez soi à 3-4 heures le matin, c'était une différente ville qu'on visitait. Quand j'ai longtemps travaillé à Héritage Montréal, mais pendant plusieurs années, je prenais la 80 à 5 heures le matin au coin de Van Horn et Parc. Puis je peux vous dire que le Montréal qu'on rencontre à ce moment-là est très différent
la 80 qu'on prend à la Place des Arts à 10 heures le matin. Alors donc, on veut explorer un peu ces rapports-là. Pourquoi on le fait d'une manière un peu abstraite, mais aussi vous savez qu'on est un peu malin et snoro avec le McCord. On développe des choses pour que ce soit également utile pour la suite. Et on est en train de revoir le plan d'urbanisme de Montréal. Est-ce qu'il peut y avoir des idées qui peuvent rentrer là-dedans, faire un lien entre le territoire, pas juste le territoire fixe, mais également ses usages, ses règles de police. Je prends le mot police dans le sens général du terme. Comment est-ce qu'on vit ensemble? C'est également la mise à jour de la politique de développement culturel de la Ville de Montréal. Comment est-ce que ça peut toucher? Sans oublier qu'à l'échelle, et Monsieur Richer, et donc, dans les organisations nationales, à l'échelle de la région métropolitaine, il y a la mise à jour du plan d'aménagement de développement. Le gouvernement du Québec a annoncé une politique d'architecture et d'aménagement du territoire. Est-ce que la nuit a une place là-dedans? La question est lancée. Je passerai la parole à Valéria pour commencer, mais quelques mots-clés peut-être qui vont nous aider pour la discussion, puis on vous invitera, ainsi que les gens qui nous écoutent sur l'Internet en ligne, poser des questions. C'est un échange, là on n'est pas dans un cours magistral, ici c'est une discussion qui va se poursuivre par la suite dans la tradition des échanges urbains, mais quelques duos de mots, par exemple la perception ou la réalité, qu'est-ce que c'est la nuit? L'autre chose c'est la nuit au centre-ville, dans les quartiers. Comment les relations, tout ça. La nuit des habitants, la nuit des usagers, des activités. Peut-être on pourra discuter autour de ça, mais avant que je finisse par faire un long discours qui me fait reprendre beaucoup de crédibilité auprès des trois panélistes dont je devrais contrôler le temps, je vais passer la parole tout de suite à Valéria pour une première intervention avec un regard plus historique, mais c'est à travers l'histoire qu'on peut se projeter souvent dans l'avenir. Merci. Valéria. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier Héritage Montréal et le musée McCord d'avoir organisé cette rencontre autour du thème Montréal nocturne. Un sujet aux multiples approches, donc dont les présentations de ce soir sont une bonne illustration. La nuit est en effet un espace-temps particulier que chaque personne dans cette salle expérimente et interprète différemment en y apportant ses propres significations. Et en ce qui me concerne, mon regard sur la nuit urbaine relève avant tout de l'ordinaire, c'est-à-dire de ce que nous échappe parce que c'est si proche et si immédiat que nous ne le percevons pas. Lorsque nous nous promenons la nuit à Montréal, nous réalisons rarement que nous vivons dans une absence totale d'obscurité. L'éclairage permanent des métropoles occidentales est devenu une sorte de seconde nature qui commence à peine à être contestée. L'illusion d'un accès inépuisable à l'énergie électrique semble également avoir installé un idéal nocturne dans l'imaginaire urbain. Dans cette vue idéalisée, la ville se trouve dans un état de veille ininterrompu, dans lequel l'environnement bâti et les activités urbaines sont soumis aux formes du capitalisme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour reprendre les mots de Jonathan Crary. S'il est indéniable que l'éclairage électrique a amélioré la visibilité et la circulation nocturne, l'engouement pour cette technologie ne saurait s'expliquer par sa seule valeur utilitaire. Les illuminations spectaculaires qui ornent des villes comme Montréal sont devenues des objets de fascination et d'éblouissement. Je soutiens que le suréclairage des métropoles actuelles n'est pas nécessairement le résultat d'un besoin inné et abstrait, mais bien l'expression de certains désirs qui ont été façonnés et incarnés dans le domaine du commun. Pour mieux comprendre ce phénomène qui semble assez large et complexe, je me suis tournée vers les images d'archives. Dans le cadre de mon doctorat en histoire de l'art, j'aborde la nuit d'un point de vue historique, en explorant la genèse de l'éclairage électrique urbain à Montréal que j'analyse sous le prisme des médias visuels. L'objectif est d'étudier le rôle de représentation visuelle dans la construction médiatique et sociale du rapport entre la ville et la lumière électrique. J'ai donc décidé de travailler à partir de 3 images principales.
pour faire des incursions ponctuelles dans l'histoire de cette technologie à Montréal entre 1879 et 1935. Donc, je me consacre vraiment aux années pionnières, avant que l'électricité devienne une technologie banale, on va dire. Le choix du mon corpus répond à une volonté de travailler avec des médias non canoniques, mais des images ordinaires de la vie courante dont les auteurs sont le plus souvent inconnus. À partir des 3 images que vous voyez en ce moment à l'écran, j'examine la manière dont la lumière électrique expose les liens entre l'environnement bâti, l'espace social, les lieux publics, le contexte culturel, l'histoire des médias et l'imprimé. Dans un premier temps, j'analyse les premières expériences électriques dans les villes afin de comprendre comment la lampe a été présentée et représentée dans des articles de journaux, des revues spécialisées et des magazines populaires. La première image, par exemple, est une photolithographie de presse illustrant la première démonstration publique d'éclairage électrique à Montréal, qui a eu lieu sur le Champ de Mars la nuit du 16 mai 1879. Il s'agit de la seule gravure qui témoigne de cette expérience, ainsi que des premières impressions suscitées par la nouvelle lampe. Cet événement s'inscrit dans la tendance de l'époque à créer de véritables spectacles pour émerveiller le public avec des technologies inédites. Dans le cas de Montréal, la démonstration a été coordonnée avec l'exercice militaire à l'occasion de l'anniversaire de la reine Victoria. Cependant, si l'on compare cette gravure avec celle d'autres villes, il est possible de dégager des traits distinctifs. Contrairement aux villes comme Paris, Londres ou Milan, la gravure de Montréal ne représente pas la lampe électrique. Elle dissimule délibérément l'objet technologique et insiste plutôt sur la façon dont la foule semble unifiée par les effets de la lumière, malgré ses différences et sa dispersion dans l'espace. À partir de la deuxième image, j'explore l'histoire de la cartographie des premières infrastructures électriques et l'émergence d'une nouvelle typologie de carte urbaine. Il s'agit d'une carte du réseau électrique de Montréal élaborée en 1901 par la Royal Electric Company, dont l'activité principale était l'éclairage des rues. Celle-ci témoigne du processus de transformation matérielle de l'espace urbain, mais aussi de la mise en place d'un projet idéologique moderne basé sur la croissance énergivore. Loin d'être une représentation neutre et fidèle de la réalité, cette carte propose une conception urbaine épurée dans laquelle les infrastructures électriques deviennent abstraites et dématérialisées. Or, à Montréal en 1900, le paysage quotidien est marqué par la présence chaotique des lampes, des poteaux, des câbles, mais aussi par la vapeur émanant des centrales thermiques. Il existe donc une dichotomie claire entre ce qui est montré sur la carte et ce qui était vécu dans les rues. La construction médiatique de la carte dévoile ainsi la naissance d'une conception déterritorialisée des infrastructures électriques qui sera ensuite poussée à l'extrême avec le développement de grands projets hydroélectriques au cours du XXe siècle. Enfin, je me consacre à l'étude de la photographie et la manière dont les photographes ont participé à définir un idéal nocturne autour de la ville illuminée. La troisième image est une photographie de nuit prise vers 1935 depuis le parc de Mont-Royal par Harry Sutcliffe, un photographe amateur très actif dans la production de cartes postales. Cette image est d'ailleurs conservée au musée McCord. Elle combine une esthétique moderniste et pictorialiste. Le cliché se présente comme un exercice de réinterprétation de la nuit artificielle. D'une part, elle offre une vue moderne de Montréal où, à l'image des villes états-uniennes, les gratte-ciel illuminés s'imposent comme les nouveaux dispositifs d'éclairage de la ville. D'autre part, l'image dégage un air de mystère avec une atmosphère sombre et inquiétante. En fait, cette photographie n'est pas une véritable image de nuit. Le négatif a été manipulé pour lui conférer un effet nocturne. Ce qui est intéressant de cette image n'est pas tant la raison du trucage que la manière dont la nuit apparaît comme un objet de négociation esthétique. L'ambivalence stylistique de la photo est également révélatrice de certains désirs et émotions qui prévalaient à l'époque par rapport à l'impact de l'électricité sur l'avenir de la ville.
Comme vous l'avez probablement remarqué, plus qu'une histoire linéaire de l'éclairage électrique, je propose une conception fragmentée, guidée par le regard de certains producteurs d'images. Mon objectif est, entre autres, de remettre en question la vision déterministe avec laquelle l'éclairage est habituellement étudié, en insistant plutôt sur ses significations esthétiques et culturelles à l'échelle locale. Chaque image se déploie aussi comme une micro-histoire à partir de laquelle on peut restituer et enrichir la réflexion sur la transformation de la culture publique nocturne. Pour paraphraser Siegfried Zielinski, mon intention avec ce travail n'est pas de porter un regard nostalgique, cherchant l'ancien dans le nouveau, mais de débusquer le nouveau dans l'ancien pour questionner la place actuelle de l'éclairage urbain. Merci. Merci Valéria. 3 images fascinantes, surtout par la révélation et l'éclairage qu'on vient d'avoir de chacune d'elles. Particulièrement celle-ci, enfin, la façon dont on met l'accent sur la foule illuminée. Juste à côté, si vous allez sur McGill College, il y a une sculpture qui s'appelle la foule illuminée. Ah, incroyable. S'il y a des gens qui pensent à la théorie du complot, ben voilà. Alors, sans plus tarder, merci. On reviendra sur ces vues-là, ces manipulations, puis effectivement, l'investissement que ça représente d'éclairer une ville, autrement qu'avec des lampes à l'huile. Monsieur Richer. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup au comité organisateur et au musée McCord. Donc, un regard plus policier sur Montréal la nuit. Montréal, une ville festive, puis cette relation-là entre la police et cette activité nocturne de nuit. Aussi un regard plus peut-être pragmatique, statistique sur qu'est-ce qui se passe la nuit exactement, puis notre perception de dangerosité la nuit. Fait que j'ai quelques statistiques à vous transmettre. Et un petit peu un partage de mon expérience parce que j'ai quitté quand même sur la route pendant près de 15 ans comme patrouilleur, comme superviseur d'équipe. Donc, j'ai eu la chance de travailler la nuit puis d'avoir accès à cet espace-temps-là, si on veut. Donc, je commence en parlant du Red Light. Le Red Light, dans les années 20, qui a commencé avec la prohibition aux États-Unis. Montréal était un des grands centres, un des seuls grands centres où la vente, la distribution d'alcool était toujours permise. Donc, ça a attiré une foule de touristes qui venaient à Montréal pour fêter. Donc, on avait les maisons closes, les maisons de jeu, la prostitution, qui étaient dans cette zone-là du Red Light, là, qui se situait entre Sainte-Catherine, la rue Ontario, Saint-Dominique et Sanguinet. Donc, c'était le quartier du Red Light. Avec son apogée là, dans les années 40 et 50, avec les cabarets où les gens s'amusaient ferme dans cette zone-là. Mais cette zone-là qui était aussi habitée, qui avait aussi des citoyens qui restaient là parce que les loyers étaient très bas dans cette zone-là. Donc, il y avait tout l'enjeu de cohabitation qui va suivre entre le Montréal festif et les citoyens, puis on retrouve ça encore, c'est encore très présent pour nous présentement comme organisation policière, puis c'était présent dans ce temps-là. Donc, c'était pas tout legit, ces activités-là. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Pacific Plant dans les années 40 qui s'occupait de la moralité, qui a commencé à travailler la PEG puis la corruption en lien avec ces activités-là. Puis, il y a un directeur de police à l'époque qui s'appelait Albert Langlois, qui n'aimait pas trop Pacific Plant, qui l'a congédié à cause de ses activités, puis à cause aussi de ses relations avec les médias. Donc, Pacific Plant décide de faire une série d'articles dans Le Devoir, puis c'est là qu'il va rencontrer Monsieur Drapeau. Et c'est eux autres qui vont présenter un dossier pour avoir une commission d'enquête, la commission d'enquête Caron, où là, le fameux directeur Langlois va être congédié. Et quand que le maire Drapeau va arriver au pouvoir, ben il va nommer Pacific Plant comme directeur de police. Puis là, ils ont débuté une campagne qui s'appelait la campagne de moralité publique.
Donc, vous imaginez avec tout le red light, tous les impacts qu'ils ont eu, les interventions policières qui ont eu leurs impacts, entre autres, pour diminuer cette activité-là du red light, mais qui a toujours été présent. Ensuite de ça, le maire Drapeau, il y avait la vision par rapport aux fameux Jeux olympiques qui étaient pour arriver en 76. Puis là, c'est là que je vais vous parler un petit peu du village, où il y a eu des interventions policières dans les bars de la communauté LGBTQ2+. Et ça a commencé au début des années 70. Puis là, il y a eu des interventions policières, des descentes. Et dans les années, il y a eu l'intervention dans le bar Trucks, où il y a 114 personnes qui ont été arrêtées. Ça a été un mouvement qui était similaire à celui de New York, qui était Stonewall, qui est arrivé en 69, où il y a des émeutes suite à une intervention policière dans un bar gay. On a eu notre Stonewall à ce moment-là à Montréal, puis il a commencé à avoir des manifestations. Puis, qu'est-ce que j'ai fait les recherches aussi, c'est que à cette époque-là, les bars gays puis de la communauté LGBTQ2+, étaient plus parsemés sur le territoire. Puis c'est le village a commencé à se développer à cette période-là pour aller plus dans le village qu'on connaît aujourd'hui, dans l'est du centre-ville. Et il y a eu plusieurs interventions policières en lien avec cette zone-là. Donc, ça s'est poursuivi même jusqu'à la dernière grosse opération qu'on a connue, c'était en 2003 au club de danseurs Tabou, où il y a eu une intervention policière. En 2017, le maire Coderre et le chef Philippe Pichet ont présenté ses excuses pour les interventions qui ont été faites, des interventions policières dans ces endroits-là au niveau de la communauté LGBTQ2+. Il y a eu aussi des événements où il y a eu des assassinats d'hommes gays dans les années 90, puis ces événements-là n'étaient pas pris au sérieux. Quand Jacques Duchesneau est entré comme directeur de police en 93, il avait à ce moment-là rencontré la communauté, puis ces enquêtes-là avaient été reprises, puis il avait été poursuivi de façon adéquate. Donc, un petit peu d'historique. La rue Saint-Laurent, encore présente comme endroit festif à Montréal, mais on note quand même un mouvement. Le vieux Montréal a pris beaucoup de galons pour les bars et aussi les micro-quartiers où on voit qu'il y a eu un mouvement qui s'est installé. Je suis un résident de Montréal, puis moi je restais dans Villeray. Il y a le Miss Villeray sur la rue Villeray que quand je suis déménagé là-bas, c'était un endroit un peu glauque là. Tu sais, j'avais été prendre une bière une fois là, c'était un petit peu particulier comme endroit. Puis ça a été racheté par un groupe de personnes. Puis là c'est devenu un bar super trendy puis tendance, mais ça a changé la dynamique dans le quartier. Par contre, il y avait du bon puis il y a du moins bon. Entre autres, cette cohabitation-là qu'on voyait justement à la sortie du bar à 3h du matin où il y a des fêtards qui se promenaient, puis j'en entendais passer devant chez nous, puis ça criait un peu. Mais c'était le lot d'avoir un bar tendance dans ton quartier. Puis on voit ça aussi dans Rosemont, aussi dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, il y a tous ces micro-quartiers-là qui se sont développés avec des restaurants puis des bars. Puis même la rue Wellington à Verdun qui a été nommée la rue la plus branchée au monde. Quelque chose quand même. Par le magazine Time Out. Donc, on voit cette mouvance-là, puis c'est intéressant de voir comment ça bouge dans la ville. Puis mon collègue va pouvoir renchérir même avec plus précisément sur ces mouvements-là au niveau nocturne. Donc, il y a aussi l'aspect de dire la perception de dangerosité ou qu'est-ce que la nuit nous apporte. C'est sûr que quand on marche la nuit, puis il fait noir, puis on est dans un petit coin sombre, on est tout le temps plus inquiet, c'est normal. Il y a une approche de marche exploratoire qui a été mise dans les années 90 où, avec des groupes de citoyens, on se promenait dans les rues pour analyser l'aménagement, l'éclairage, les buissons, pour dire qu'on crée des espaces où un sentiment de sécurité, où tu avais une bonne visibilité, un bon éclairage pour, quand tu marches la nuit, tu te sens en sécurité. On l'a fait encore dernièrement dans le village, parce qu'on parle du village encore une fois, il y a une mouvance par rapport au village. Il y a comme
Je pense que il est en transition, le village. Et avec la piétonisation, on a vu beaucoup d'enjeux de cohabitation. Donc, avec les organismes communautaires, avec la ville, avec des citoyens, on a fait des marches exploratoires pour voir où les enjeux de sentiment de sécurité pour venir faire des actions comme améliorer l'éclairage, faire du nettoyage, puis faire des modifications comme ça d'aménagement pour rehausser le sentiment de sécurité. Au niveau des statistiques, quand on regarde les vols qualifiés, les crimes sexuels, les voies de fait, le harcèlement, les menaces, dans la période de nuit, tous ces événements-là, ce type d'événements-là sont à la baisse. Donc, entre 23h et 8h le matin, on note une baisse importante du nombre d'événements. Les seuls événements qui sont en augmentation par la période de nuit, c'est pas des événements banals, par exemple, mais c'est les décharges d'armes à feu, puis les tentatives de meurtre. Mais c'est des événements qui sont à un nombre moins important, mais c'est sûr que ça a un impact important. Quand on parle d'appels d'urgence la nuit, juste vous dire qu'à Montréal, à chaque heure, on a à peu près 15 000 appels au 911 pour le service de police. Notre pic, si on veut, d'appels, c'est 20 000 appels à l'heure. Ça, c'est par la fin de journée, vers l'heure du souper, en fin d'après-midi. C'est là qu'on a le plus d'appels d'urgence au niveau du SPVM. Puis ça descend jusqu'à 5 000 appels à peu près pendant la nuit, entre 5 heures et 6 heures le matin. Qu'est-ce qui a une augmentation importante? C'est les appels de troubler la paix. Donc, les appels de bruit, de cohabitation, encore une fois, qui sont beaucoup plus importants. Là, on tombe vers 3000 appels entre minuit et 3 heures du matin. Là, on a une augmentation importante. Puis après ça, ça baisse pour le jour. Fait que ça, c'est un petit peu les statistiques au niveau de qu'est-ce qui se passe la nuit. Comme je vous ai dit plus tôt, moi, j'ai eu la chance de travailler de nuit. La chance. Physiquement, c'était difficile, par exemple, mais c'est une chance aussi d'avoir cette expérience-là. Puis, quand tu es là la nuit, pour toute la nuit, quand le 3 heures du matin finit, là, il y a la sortie des bars. Après ça, les gens vont manger la poutine. Après ça, ils prennent le taxi. Puis, vers 4h30, là, c'est une faune complètement différente que tu vas retrouver. C'est les gens qui soit vivent la nuit, donc qui sont présents la nuit, qui ont adopté la nuit comme espace de vie. Il y a aussi les gens qui sont plus en situation d'itinérance, en situation de vulnérabilité, où il n'y a pas de ressources qui sont disponibles la nuit. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un centre-ville entre 4h30, je vous dirais, et 5h30, avant que les travailleurs commencent à sortir de leur maison. Si jamais vous avez jamais eu l'occasion de vous promener dans cette période-là, à jeun naturellement, ben vous allez pouvoir avoir un regard qui est vraiment différent sur l'occupation de l'espace la nuit. Puis c'est vraiment fascinant à voir. Moi, j'ai tout le temps été fasciné de rencontrer des gens qui vivent la nuit, qui sont nocturnes comme ça, qui est un petit peu à l'envers de ma réalité du moins. Donc, ça fait un petit peu le tour pour ma présentation. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Richer. Deux, trois choses qui me viennent à l'esprit. Un, vous nous avez parlé un peu de la cartographie de la ville, hein, finalement des quartiers. C'est presque une histoire-géographie parce que dans le fond, il y a des décennies, des moments où le red light, enfin, ce que vous avez décrit, ça s'appelle aujourd'hui les habitations Jeanne-Mance, hein, parce que c'est le plan d'Auzois. Alors, il y a certainement quelque chose qui serait intéressant, puis on pourrait presque coupler ça avec les saisons, parce que ce serait intéressant de voir l'hiver la nuit, pas juste le zoo la nuit, puis par rapport à l'été, etc. Mais on va revenir là-dessus, hein, je pense que ça vaut la peine. Les fonds, il y a aussi certainement les émissions de radio. Quand on était en architecture, on écoutait CKVL avec, je me rappelle plus du nom du personnage, il avait une voix extraordinaire là, avec sa musique western. Hein. Donc, bon, ça j'en ai trop parlé. Mathieu Grondin. Bonsoir, bonne nuit. Oui, c'est ça. Ici, c'est un auditorium de type salle fermée, donc on ne sait pas quelle couleur le soleil dehors. Je suis content de savoir que M. Richer, on partage le même amour pour ce que j'appelle la nuit profonde, donc ce moment de la nuit qui transitionne vers le jour. Je pense que
pour essayer de mettre la table pour la discussion qui va suivre, j'ai voulu un peu essayer d'aborder les frictions historiques, je crois, entre le monde culturel et le monde du jour, le monde de la nuit, le monde du jour, l'ordre et le désordre. Pendant longtemps, les villes ont laissé la gestion de la nuit aux forces de l'ordre. C'est même la naissance même des forces de l'ordre est liée à la nuit. On va vous l'expliquer un peu plus tard. Mais vers le début des années 2000, il y a des villes qui ont commencé à s'intéresser, à voir la nuit comme un territoire, un temps qui avait un grand potentiel de développement culturel et économique. On va essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Dès 1791, il y a l'écrivain français Louis-Sébastien Mercier qui écrivait dans son livre Le Tableau de Paris, à 4 heures du matin, il n'y a que le brigand et le poète qui veillent. La formule cristallise à merveille l'ambivalence de la nuit, qui est à la fois poétique, culturelle, mais dangereuse aussi, mystérieuse. C'est une ambivalence qui persiste même encore aujourd'hui. La nuit a toujours fait peur. Qu'on pense au Moyen Âge, quand on se promenait avec une chandelle dans un château, voir son ombre, c'est sûr que ça devait pas être très, très rassurant. Puis si on veut prendre un exemple plus récent, la première chose qu'on a fermée durant la crise de la COVID, c'était justement la nuit. Mais avec l'invention de l'électricité, l'éclairage, on a commencé à domestiquer la nuit, à l'apprivoiser, et on a également démocratisé son accès. Tout d'un coup, la nuit, elle était accessible non plus seulement aux brigands et aux poètes, mais un peu à tout le monde. La nuit est devenue un temps de consommation culturelle à ce niveau-là, un temps social, un temps qu'on pourrait même dire improductif, un temps de loisir où finalement on peut s'affranchir de l'esclavage, du salariat, de notre travail avec ces quelques petites heures qu'on a avant d'aller se coucher. À Montréal, c'est la Main qui est un peu le début de la vie nocturne à Montréal. La Main, le boulevard Saint-Laurent, ça remonte au début de la colonie. On l'appelle la Main parce que, c'était la Main Street, mais avant aussi, c'était la porte principale d'entrée dans la ville. Et les établissements de vie nocturne, les établissements nocturnes, les brasseries, on peut penser à la Molson, vont s'établir juste au-delà des limites des fortifications, des limites des portes de Montréal. Donc, la vie nocturne va s'établir extramuros, là où les lois sont moins respectées, moins appliquées. Et l'ancêtre de la police à la fin du 18e siècle, mais c'est à l'initiative des marchands et des commerçants qui réclament la mise en place d'un corps de guet pour réduire le pillage des brigands la nuit. On va donc créer un corps de watchman qui vont travailler de 7 heures à 5 heures le matin, la nuit. Et ces gens-là, c'est une vingtaine d'hommes qui vont se promener avec des lumières, des lanternes, et qui vont crier avec une crécelle aussi, et qui à chaque demi-heure vont crier « All is well » pour dire à leurs collègues où ils sont. Et les francophones vont déformer cette expression-là, ils vont se mettre à appeler ces gens-là les Boswell. Et c'est les ancêtres de la police de Montréal. Si on parle avant l'éclairage en 1815, on parle à la fin du 18e siècle. Dans le temps, vous en avez parlé, la prohibition aux États-Unis, Montréal est devenu un centre d'attraction culturelle. Il y a des cabarets, des bistrots qui sont surtout gérés par un monde interlope. Il y a de la grosse corruption dans l'administration municipale. Et il y a des citoyens qui vont se mettre ensemble, justement un peu influencés aussi par ce qu'on appelle les comités de tempérance aux États-Unis. Ils vont vouloir, ils sont appuyés par les autorités religieuses et ils vont s'opposer à la consommation d'alcool et à la dégradation des mœurs. Ils vont créer des comités de moralité publique. Et c'est là, à ce moment-là aussi, où Pacifique Plante va prendre les rênes de l'escouade de la moralité en 1946. Il va vouloir faire un grand ménage. Appuyé par la suite avec Jean Drapeau, qui, pendant les 20 ans, va essayer d'éradiquer le crime organisé de Montréal, mais il ne parviendra jamais complètement. Mais Montréal reste toujours, à ce moment-là, un centre d'attraction culturelle, une ville qui est vue comme étant ouverte à la nuit. Ce qui souvent, aux yeux des élus et par de la police aussi, représente la mainmise du crime organisé, mais malgré tout, dans ces bistrots, dans ces cabarets-là, pour le monde culturel, ça représente un espace de liberté. À Montréal, c'est la seule ville en Amérique du Nord, durant la ségrégation raciale aux États-Unis, où les musiciens noirs et les musiciens blancs peuvent partager la même scène. Un peu plus tard, durant l'époque disco, les plus grandes vedettes américaines vont fréquenter le Limelight. J'en ai mis quelques petites photos ici. Le DJ Robert Ouimet, à l'époque, va devenir une célébrité à New York. Il va créer des nouvelles vedettes en jouant leurs chansons au Limelight.
dans les années 90. Par la suite, Montréal va devenir une plaque tournante de la musique électronique. Il y a pas moins de 5 after-hours, des boîtes de nuit after-hours qui vont opérer en même temps, qui ont environ une capacité de 1000 personnes, 2000 personnes chacune. Là encore, les élus, face à cette nouvelle sous-culture, vont vouloir la juguler. Ils vont créer une nouvelle catégorie de permis pour ces établissements-là. Ils vont appeler les salles de danse de fin de nuit, pour traduire le mot after hour. Ils vont imposer un moratoire sur leur nombre dans Ville-Marie. Puis là, au fur et à mesure qu'un de ces after hours-là va fermer, on va réduire leur nombre maximal. Encore aujourd'hui, dans Ville-Marie, il y a un maximum de 2 after hours permis. Il y aura aussi la mise en place par l'escouade de la moralité de ce qu'on appelait le protocole RAVE, qui est une série de mesures qui, à ce jour, demeurent toujours confidentielles, mais qui vont encadrer la tenue d'événements culturels nocturnes de fin de nuit. Donc, pour obtenir un permis d'alcool, dans le cadre d'un rave, par exemple, l'escouade de la moralité va demander à la régie de valider chacune de ces demandes-là. On va ensuite, vu que c'est vu comme une scène culturelle où il y a beaucoup de drogue, on va demander des fouilles intrusives, comme enlever les souliers, fouiller les portefeuilles, palper les soutiens-gorge pour trouver de la drogue cachée. On va demander les dates de naissance, les noms des artistes pour s'assurer qu'ils n'ont pas de casier judiciaire ou qu'ils sont affiliés à des groupes criminalisés. De facto, la vie culturelle nocturne se retrouve soumise aux dictats des autorités publiques. Il va s'en suivre un long déclin au début des années 2000 de la vie culturelle nocturne montréalaise. Et pendant ce temps-là, en Europe, on fait complètement le contraire. On voit apparaître des maires de la nuit. Dans les années 80, à Rotterdam, il y a souvent des heures à la fermeture des bars entre la police et la jeunesse. Il y a un poète du nom de Jules Dilder qui va se proposer ses services de médiateur pour régler les conflits. Il va s'autoproclamer le maire de la nuit de Rotterdam. 20 ans plus tard, à Amsterdam, Merrick Milan, un activiste de la vie nocturne qui vient de la scène de la musique électronique, va créer une fondation pour représenter les intérêts des usagers et des tenanciers de la scène culturelle nocturne. Et grâce à l'élection d'un maire progressiste qui a su voir que la nuit était un temps et un territoire propice au développement culturel, économique et touristique, il sera nommé maire de la nuit. C'est le début de l'institutionnalisation de cette fonction-là. Son rôle, traduire et agir en tant que médiateur entre la scène nocturne et l'administration municipale, les deux ne parlant souvent pas le même langage. Aujourd'hui, Amsterdam avec Berlin, c'est une des plus grandes métropoles d'Europe dont la vie nocturne fait l'envie de tous. Il y a plus de 10 maires de la nuit aux Pays-Bas seulement. Et cette initiative a fait des petits. Plus de 100 villes dans le monde possèdent maintenant soit des organismes dédiés au développement de la vie nocturne, soit carrément une personne ou même un bureau à l'intérieur même de l'administration municipale qui lui sont dédiés. À New York, il y a le Mayor's Office of Nightlife. À Londres, une tsarine de la nuit. Hier encore, en pleine guerre, les parties prenantes de la vie nocturne de Kiev en Ukraine se fédéraient en organisation afin de mettre fin à la corruption qui nuit à leurs activités et à continuer à lever des fonds pour l'effort militaire. Ici, c'est face à un certain ras-le-bol, face à des politiques publiques qui stigmatisent les activités nocturnes qu'on a fondé l'organisme Montréal 24/24 il y a environ 6 ans. Aujourd'hui, on a entamé un dialogue entre la scène culturelle nocturne et la ville, mais bien peu de choses ont changé. Bien sûr, tout le monde a entendu parler des prolongations des heures de vente d'alcool qu'on a fait, les projets pilotes, projets qui ont eu lieu grâce à la volonté de la mairesse, mais à ce jour, il n'y a toujours aucune mesure qui ont été annoncées pour protéger les lieux de diffusion culturelle, réviser le règlement sur le bruit, standardiser l'ouverture après 3 heures du matin des lieux culturels, réformer le règlement de zonage, permettre l'ouverture des lieux culturels en zone industrielle, doter Montréal d'une structure interne dédiée à la vie nocturne, etc., etc. Cela dit, tout n'est pas si noir. Les Nuits de Montréal jouissent toujours d'une excellente réputation au Canada et dans le nord-est américain. Mais celles-ci sont principalement dues à ces festivals extérieurs qui se terminent tous à 23h, Igloo Fest, pique-nique électronique, les Franco, le jazz. Pourtant, ce qui fait la vie culturelle nocturne de Montréal à longueur d'année, c'est sa scène underground. Ces petits et moyens événements, ce sont eux qui peinent toujours à survivre face aux obstacles qui s'accumulent, que ce soit les embûches administratives, la réglementation municipale, la stigmatisation, et maintenant on parle de l'inflation, la gentrification, l'ajout des résidents au centre-ville, ça s'accumule. L'adoption d'une politique de la vie nocturne annoncée lors du premier mandat de la mairesse Plante il y a plus de 6 ans se fait toujours attendre, mais elle est annoncée pour décembre de la fin de cette année. Restera à voir quelles actions concrètes le monde politique sera prêt à poser pour mettre en action cette politique et s'assurer que la nuit et la culture puissent vivre. Voilà, merci. Merci. Merci Mathieu. Enfin,
on sent qu'il y a des conversations à avoir, puis on sent aussi que pour le réveillon, on va avoir une politique de la vie nocturne bien emballée et on l'espère emballante. Il y a plusieurs dimensions à voir, et encore là, je vous invite à imaginer des questions. Moi, spontanément, je me dis, je reviens avec cette relation locale, parce que dans le fond, il y a la silhouette de la ville, il y a l'image générale de la ville, mais il y a la réalité locale qui est celle des voisins, des usages et des occasions. Hein. Quand on parle des parcs industriels, c'est vrai, pourquoi ne pas utiliser ça mieux alors que surtout qu'ils sont en transformation? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un endroit où on cartographie cette question-là? Historiquement, Valéria, vous nous avez présenté, c'est comme en Radio-Canada, il faut que vous voyez évidemment, mais vous nous avez présenté un plan. Hein, on a eu des images, on a eu des événements, des scènes, mais un plan, c'est celui du réseau de la Royal Electric. Pour les gens qui s'intéressent, Royal Electric, le bâtiment, la centrale est sur la rue Wellington, pas loin de la Darling, un centre d'art contemporain qui vient d'être classé hier par le ministre de la Culture. Et c'est un magnifique bâtiment qui a l'air d'une église, d'ailleurs, des architectes d'église l'ont fait. Mais c'est un plan de réseau. Mais est-ce qu'on a une cartographie de la ville? Est-ce qu'il y a est-ce que ça apparaît en quelque part une cartographie de la nuit? Non. Historiquement. Des recherches, non? Déjà, il faut dire que les archives de la nuit sont très restreints. Déjà, trouver des images nocturnes, c'est rare. Et mon intention avec le fait d'étudier une carte, c'est parce que là, on voit plein de décisions prises au niveau privé et de l'administration de la ville. Donc, pour moi, c'était intéressant de voir c'est quoi cette vision de l'administration pour la ville. C'est des projets, c'est souvent les cartes vont marquer, pas nécessairement celle-ci, par exemple, marque pas l'état réel de la ville, mais ce qui est un peu un souhait. Qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer ce réseau étendu dans tout le territoire, mais ça part pas directement de la nuit, ça part du flux électrique. Mais en fait, comme on peut le voir, la nuit est tellement diverse qu'à quel point on peut, quel type de nuit on parle. Oui. Celle-ci va parler de la nuit électrique, c'est sûr, mais d'un point de vue qui est extrêmement des intérêts privés. Et une chose, ça a été mentionné dans votre intervention, c'est qu'on commence à contester cet éclairage presque triomphant de la ville. Est-ce que vous faites mention aux routes migratoires, aux milliards d'oiseaux qui meurent tués par les gratte-ciels? C'est quoi la contestation dont vous parlez? Parce que là, ici, on a deux pôles de contestation. J'aimerais juste comprendre le fuseau horaire. Moi, c'est plus, oui, je vois. C'est quelque chose que je me pose. Enfin, je reviens sur l'histoire pour questionner la place actuelle de l'éclairage. Donc, c'est sûr que ça nous permet, souvent, quand je parle de ma recherche, tout le monde est comme, c'est vrai, j'avais pas remarqué l'illumination de la ville est devenue tellement banale ou pris par acquise qu'on se rend compte qu'elle n'est pas là quand il y a des interruptions. Et là, on se rend compte, ok, wow. Mais sinon, c'est une manière, c'est sûr que je travaille pas sur l'état de l'éclairage actuel, mais c'est une manière de rappeler ou de nous questionner ou de voir autrement ce qui en ce moment on prend pour acquis. C'est un peu ça mon approche. Ok, merci. Monsieur Richer, dans votre topo, moi, c'est quand même très utile d'avoir un regard sur les statistiques, là, ce qui était un espace un peu frontière entre le bon et le méchant, finalement, le nombre d'appels. Vous nous rappelez que finalement, les méchants, ils vont se coucher aussi. Mais vous voyez l'image qu'il y a derrière vous, c'est une image du Mont-Royal, prise du Mont-Royal. Dans les années, j'invite les gens à observer le fleuve parce que c'est en train de disparaître, ce géant magnifique qui n'existera plus à partir du moment où on aura tout densifié là. Sinon, il y aura des petites lames. Mais un petit peu plus loin, il y a un endroit qui s'appelle le Belvédère Camillien-Wood. Et une des choses qu'on observe, parce qu'on est sur le Mont-Royal, tu sais, dans la table de concertation, il y a eu le classement, la protection, puis un des sujets
délicat, difficile, c'est qu'est-ce qui se passe au belvédère Camillien-Hood la nuit. Et je ne parle pas des gens qui vont nourrir les ratons laveurs malgré la réglementation très clairement affichée, mais une des choses qui nous est venue à remarquer depuis le 19e siècle, les parcs ont un horaire d'accès. Hein, c'est fermé de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Faites attention, Mathieu Grondin, parce que c'est une valeur très importante, les parcs, là. Et une des discussions qu'on avait, c'est est-ce que le Camillien-Hood pourrait être administré son belvédère comme un parc, donc selon des horaires. Du point de vue de la police, qu'est-ce que ça représente, ça? Ben là, c'est sûr qu'il y a une modification qui s'en vient sur Oui, je ne veux pas entrer dans le sujet parce que ça mériterait 3 échages urbains. Oui, là, exactement. Par contre, c'est sûr que le belvédère, c'est un endroit d'intérêt pour nous en été. Effectivement, il y a des gens qui se rassemblent là, il y a des rassemblements qui se créent là. Il y a eu une période où c'était assez intense, où on avait des policiers qui se rendaient là à chaque nuit pour aller rencontrer les gens parce qu'il y avait des fêtes qui se créaient là, il y avait beaucoup de consommation aussi. Je vous dirais que il y a aussi un aspect de dire notre disponibilité au niveau des effectifs. Ben oui. Il y a des périodes où ce que la fermeture des bars pour le poste de quartier 20 là, qui couvre, ça c'est le centre-ville ouest, qui couvre la Camillien-Hood, ben quand c'est la période de fermeture des bars, c'est souvent une période très occupée pour les policiers parce qu'il y a différents types d'appels, surtout des bagarres ou ce type d'appels-là. Donc, ils sont moins disponibles pour aller sur Camillien-Hood sur le belvédère. Mais on a déjà eu des opérations spéciales pour le belvédère parce que c'est un point d'intérêt pour nous. Est-ce que ça peut être fermé? Ben là, présentement, c'est une route. Je vais vous avouer que je connais pas l'état du règlement présentement pour le belvédère, mais j'anticipe qu'avec les modifications qui vont être apportées, il va y avoir une modification au niveau du belvédère. Il va être moins accessible en voiture, ça c'est sûr et certain. Ah, ben les gens vont devoir faire leur cardio avant d'aller chicaner en haut, là, c'est tout. Exactement. Mais je posais la question parce que finalement, les grands espaces publics, c'est comme les parcs, qui ont historiquement des règles de régie. Hein, même on voit encore dans certaines villes des parcs avec des grilles qui sont fermées la nuit. Puis il y a un débat d'ailleurs à Paris parce que sous le prétexte de je sais pas trop quoi, ils veulent enlever certaines grilles historiques. Là, mais est-ce que le parc La Fontaine, le parc Jean Drapeau, finalement, j'avance sur le thème de notre 3e échange du mois d'avril, mais la question de la relation du public avec ces espaces-là, du point de vue, puis peu importe Camillien-Hood, là, il y en a plein à travers la ville, des espaces comme ça qui posent ces questions-là. Est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui ne l'est pas? Est-ce que parce que les activités culturelles peuvent être des façons de rendre ces lieux-là pendant la pandémie, oui. Il y avait comme au parc La Fontaine, là, c'était une place de party là, pendant la pandémie, fait qu'il y avait beaucoup de rassemblements qui se faisaient dans le parc La Fontaine, même avec la musique. Je l'ai vu aussi dans le parc Jarry. À un moment donné, il y a des gens qui se sont installés, on dirait qu'ils avaient fait un lounge dehors. Il y avait des coussins, il y avait de la musique. Fait qu'ils s'étaient appropriés ces lieux-là pour justement remplacer le fait que les bars étaient fermés. Fait que là, c'est les parcs qui ont été utilisés pendant cette période-là. Ça a eu des impacts pour nous parce qu'on a laissé beaucoup de latitude à ce moment-là comme organisation policière à cause du contexte pour dire que les gens, on voyait qu'il y avait besoin de ça, tu sais. Fait que nous, on a laissé beaucoup de latitude. Mais par contre, ça a eu un impact sur justement quand c'était le temps de vider le parc, parce que on appelle ça vider un parc, là, quand on arrive à 3-4 heures du matin, on vide le parc. Puis des fois, ça crée des frictions avec les gens qui occupaient l'espace. C'est sûr que il y a aussi vers 23 heures, minuit, les policiers, quand ils sont en patrouille, ils vont aller voir les parcs, voir qu'est-ce qui se passe dans les parcs pour justement aller faire des interventions auprès des gens qui vont occuper les parcs la nuit. Mm-hmm. Donc ça, c'est une routine que tu vas avoir de patrouille, de faire la tournée des parcs pour voir s'ils sont fermés, effectivement. Puis l'enjeu principal des parcs, vous parlez des grands parcs, mais il y a des plus petits parcs aussi qui sont dans des environnements très résidentiels. Fait que tu as beaucoup de conflits entre les riverains du parc puis les gens qui occupent le parc. Puis surtout,
la nuit après 23 heures après minuit qui vont faire du bruit. Donc, nous, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir des appels de bruit où les résidents vont dire, il y a du bruit dans le parc, ça m'empêche de dormir. Donc, ils appellent les policiers pour qu'on aille faire une intervention. Ça serait peut-être mieux de concentrer des congrès de philatélistes dans les parcs la nuit que des fêtards, n'est-ce pas? Mais par rapport à Montréal 24-24, ces lieux-là, parce qu'on parle beaucoup de bars et tout ça, là, mais des salles de spectacle, mais qu'est-ce que c'est que les espaces publics? Peut-être est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Oui, tout à fait. Ben, peut-être juste pour revenir sur ta question de la cartographie. Oui. Nous, on a cartographié les lieux culturels, les lieux de diffusion culturelle à Montréal dans notre étude Creative Footprint. On en a recensé plus de 280 à Montréal. 80% d'entre eux sont dans Ville-Marie et le plateau Mont-Royal. Donc, quand on parlera plus tard de la vitalité des quartiers, on pourra revenir là-dessus. Mais le Conseil jeunesse de Montréal a aussi publié un avis l'an dernier ou l'année d'avant, après des consultations avec les adolescents, avec les jeunes adultes qui voulaient l'extension, l'ouverture des parcs plus tard, parce que c'est des endroits où eux, ils peuvent se retrouver parce qu'ils n'ont pas accès aux bars. Et nous, de notre point de vue, puis souvent, cette réglementation municipale-là, elle est parfois instrumentalisée. On l'a vu dans le cadre avant, on avait ça le carré Berry. Maintenant, c'est le parc Émilie-Gamelin. Quand on a fait le changement à un parc, tout d'un coup, à 23 heures, on pouvait nettoyer le carré de ces sans-abri. C'était ça, c'était l'objectif visé de ce changement réglementaire-là. Nous, notre point de vue, c'est que dans la mesure où c'est un grand parc, où on ne dérange personne, où il n'y a pas de résidents, il n'y a pas de plainte de bruit, il y a certains parcs à Montréal qui devraient pouvoir être ouverts plus tard, pour que les gens y aillent, parce que les gens n'ont pas tous des horaires typiques. Il y en a qui fonctionnent avec des horaires atypiques, qui vont travailler à d'autres horaires, oui. Ils vont le fréquenter des parcs à d'autres heures. Ils ont le droit, eux aussi, à avoir accès à ces services-là de la ville, que ce soit les parcs, que ce soit les piscines, que ce soit les bibliothèques. Donc, en ce sens-là, nous, on pense que c'est un peu des crimes sans victime, là, dans la mesure où, il est 23 heures, le règlement dit il faut fermer le parc, donc fermons le parc, puis ça va créer même parfois de l'animosité et de l'agressivité dans le parc par les interventions policières, alors que si on les laisse aller, dans le fond, à un moment donné, ils vont finir par rentrer chez eux. Dans la mesure où il n'y a pas de plainte de bruit, il n'y a personne, il n'y a pas de nuisance avérée, on trouve que c'est pas vraiment, ça n'a pas lieu d'être, là. Est-ce que, par rapport à ça, les clientèles atypiques, est-ce que on note, est-ce que vous notez, par exemple, le télétravail qui change les mouvements de population dans les parties notamment centrales de Montréal? Est-ce que ça a une influence? Est-ce que ça change il y a quelques années, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait dans certaines de ces tours, il y avait du fonctionnement 24 heures sur 24 parce que les marchés sont connectés, les cabinets d'avocats sont pan-canadiens, donc ils font des études, des travaux 24 heures sur 24, mais maintenant, ça a peut-être changé. Les quartiers sont appelés à être de plus en plus vivants, puis je pense qu'il y a de moins en moins de choses qui vont se dérouler strictement au centre-ville. Par le télétravail, oui, parce que les gens sont plus souvent chez eux, mais aussi les gens vont être plus souvent dans la nuit avec les changements climatiques. Quand il va y avoir des canicules l'été, les gens vont sortir le soir, vont vouloir aller au parc à 2 heures le matin parce qu'ils étouffent chez eux. Donc oui, tu sais, je pense que il y a des changements qui s'en viennent à ce niveau-là, puis les quartiers vont devenir de plus en plus animés. Il va falloir trouver des façons de les faire cohabiter. Mais tu sais, toute la vie nocturne qu'il y avait beaucoup au centre-ville, par exemple, autour du quartier des spectacles, quand on a créé le quartier des spectacles, on a nettoyé la culture alternative. C'était même un des objectifs avérés de la directrice du TNM, Lorraine Pintal, qui disait que la faune du centre-ville, elle insécurisait le public du Théâtre du Nouveau Monde. Donc, il fallait un peu, tu sais, puis c'est un peu ce qui est arrivé. Et là, l'enjeu qu'il y a dans le quartier des spectacles, c'est bon, OK, on a plein de monde, ça fonctionne bien, il y a de la vitalité culturelle, économique, mais on n'a pas de rétention. À 23 heures, les gens ont plus d'endroit où aller. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mais on a fermé tous les petits bars, les petites discothèques, les bars punk, tu sais, on les a repoussés de plus en plus. Donc, voilà, on en arrive à ce point-là. Puis, c'est ce qui est arrivé, c'est que là, il y a des endroits comme le Miss Villeray qui ont ça s'est déplacé à l'extérieur du centre-ville pour aller dans le Myland, aller dans Huntsic. Elle est là, la vie culturelle, maintenant. Chabanel?
Chabanel, c'est un endroit en ce moment où il y a beaucoup d'événements de rave non conformes, on va dire ça comme ça. Parce que avant, c'était autour de Van Horn, et là, avec le Campus 1000, ben, ils se sont fait évincer. Il y a des plaintes de bruit qui ont commencé à arriver. Mais il y a tellement un manque d'espace accessible pour ces gens-là qui cherchent à faire ces jeunes-là, surtout parce que c'est des jeunes qui cherchent à faire ces activités-là, c'est toujours un jeu de whack-a-mole avec la police où ils se cachent, ils vont faire leurs petits trucs. Puis, ben, il y a des enjeux de sécurité. Vous deux, vous avez intérêt à vous parler plus souvent. Ben, c'est bon à savoir. Merci on ira prendre un verre à Miss Villeray. Ouais, c'est ça, on ira à Miss Villeray. Non, mais c'est parce que on parle du Campus 1000. Là. Moi, ça fait depuis les années 60 que j'habite dans ce coin-là. Puis ça a d'abord commencé avec l'évincement des locomotives diesel par les gens qui sont arrivés. Puis probablement qu'ils pensaient que deux lignes de métal luisantes comme ça, c'était une œuvre d'art contemporain. Puis ils ont pas réalisé que c'était des chemins de fer. Tu sais, ils passaient à côté de leurs fenêtres de condo. Alors, mais c'est vrai qu'il y a des ceintures comme ça. Les zones industrielles, puis on l'a vu, puis on peut se demander pourquoi est-ce que les dessous d'autoroute sont pas plus utiles. Le fameux café des Couche-Tard, il était où? Hein? C'était où, ça? Je connais pas. Peuple sans histoire et littérature que tu es. Ben, c'était, je crois, à Saint-Denis-Crémazie, non? C'était pas dans ce coin-là, là, Mais il y avait le luxe, là, en tout cas, sur Saint-Laurent. Oui, mais ça, c'est les années 80. Ah, ben là, c'est 70 000. C'est quelle année, Luc Laporte avait déclaré qu'il a conçu 70 tonnes d'acier décoratif dans le luxe. Oui. Mais c'est Saint-Laurent, Laurier, dans ce coin-là. Mais les Couche-Tard, c'est les années 50, tu sais, et on était dans ce qui va devenir la tranchée de l'autoroute métropolitaine sur Pilotis, dans d'autres villes. Ouais. Est-ce qu'il y a des exemples? Il me semble qu'en Amérique latine, les gens ont du fun. On révèle rien qui n'a pas été dit dans votre biographie, que vous avez une connexion latino-américaine, mais il me semble que les dessous d'autoroute dans certaines villes latino-américaines, c'est pas des endroits ennuyeux, tu sais, puis c'est pas juste des parkings. Est-ce qu'il y a des exploitations? Il y a peut-être quelque chose à aller chercher? Ben, il y a le viaduc Van Horn, où est-ce qu'il y a le, oui, je sais, oui, le skate park, puis il y a un festival qui se tient là aussi. Oui, absolument. Ouais, c'est un endroit qui est... C'est quoi? Ça ferme à 23h. C'est le temps d'aller se coucher à 23h. Oui, mais c'est parce que le viaduc est dangereux après 23h. Il peut s'effondrer. Non, mais effectivement, il y a peut-être un... Non, mais c'est juste, je voulais juste rebondir, parce que là, on parle beaucoup de bars, même quand on fait des événements au skatepark, il y a toujours un côté qui est très lié, pour moi, à la consommation. C'est toujours, il y a une grille, moi j'ai jamais compris ça. Il y a toujours une grille, mais qui est comme très basse, donc c'est comme une grille un peu visuelle. C'est une grille d'analyse. Oui, c'est comme oui. Et moi, quelque chose que moi ça m'intéresse, c'est comment on peut s'approprier de l'espace public en soi. Peut-être parce que c'est pas juste les gens qui travaillent à d'heures qui sont un peu inhabituels, mais c'est des gens qui n'ont pas les moyens peut-être pour aller dans des bars, ou qui n'ont pas les moyens de faire les raves sont chers. Enfin, qu'est-ce que se passe avec justement le fait d'être dans des grands parcs où on peut s'approprier de l'espace, et pas tout le monde va faire la fête, mais il y a plein d'activités qui se font la nuit. Ça, c'est une partie aussi de ma recherche que je vais faire après, mais il y a plein de pratiques artistiques qui se font la nuit. Il y a des gens qui vont dessiner la nuit, même si c'est difficile. Je connais des gens qui dessinent la nuit, qui prennent des photos de la nuit, qui organisent il y a des soirées aussi, des fêtes cachées qui se produisent. Il y a une participation citoyenne qui est pas du tout liée à la consommation, et je pense que ça, il faudrait comme la valoriser plutôt que d'essayer de la consommation de l'argent. L'argent. Oui, tout à fait. Mais il y en a des événements comme ça. Tu sais, il y a des fêtes dans les friches, dans Schlager Maisonneuve, le Boisé, Steinberg. Il y en a eu durant la pandémie, particulièrement pour des communautés qui sont plus marginalisées. Il y avait des fêtes là de la communauté LGBTQ, mais c'est extrêmement risqué comme pratique. Le party va se faire buster. On va dire ça comme c'est dit. Il n'y a pas de tolérance à aucun niveau
que ce soit au niveau des forces policières ou des citoyens qui peuvent être incommodés, qui peuvent avoir des nuisances. On est vraiment dans un... Je pense que avec l'élection, moi je me rappelle l'élection du maire Ferrandez, la première dans le plateau Mont-Royal, moi j'avais voté pour lui. La première chose qu'il a mis en place, c'est le projet Noise qui a fait passer les amendes de 170 à 1700 $. Oui. Et il a dit, il n'y a On jamais sent que t'as personne... réfléchi à ton droit de vote, c'est ça? Ouais, j'ai réfléchi après. Mais il a dit, il n'y a jamais personne, je veux plus jamais entendre que parce que tu habites à côté d'un bar, t'as pas le droit de te plaindre. Mais on a encore les résultats de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont un peu l'équivalent des urbains qui déménagent en campagne et qui se plaignent du chant du coq ou de l'odeur de purin. Mais c'est ça, c'est que là, on veut un peu la campagne en ville, on veut avoir tout, on veut avoir la proximité, on va avoir la tranquillité, mais une ville, c'est dynamique, une ville, c'est là pour ça. Il y a toujours, dans les limites de la raison, d'être raisonnable, bien sûr, là, mais il faut être capable d'avoir plus de tolérance. Mais est-ce que la nuit, la vie nocturne, ça se définit uniquement à travers les bars? Y a-t-il d'autres choses? Parce que le luxe dont on a parlé tantôt, Ouais. il y avait peut-être une partie bar, mais c'était d'abord un lieu nocturne où les gens allaient lire le journal, Il y en a plus beaucoup. Mais, honnêtement, tu sais, il y a même la poutine à 3 heures du matin. À part la banquise, il y en a plus beaucoup. Oui. Il reste juste les McDo. Je me rappelle, tu sais, le Benz avant, il y Oui, avait bien sûr. plein de bars, plein de restaurants où on pouvait aller manger tard. La pandémie a accéléré en plus ça. C'est beaucoup plus difficile, effectivement. Puis la nuit, d'être dans l'espace public, si t'es pas en mouvement, automatiquement, tu es suspect. On installe des placotoirs de jour dans les rues pour que les gens s'assoient et discutent. Quand le soleil se couche, automatiquement, ces mêmes personnes-là qui sont assises là deviennent une source de menace, deviennent une source de nuisance. T'sais. On veut que dans l'espace, la nuit, les corps doivent circuler pour que la perception de sécurité soit là. Donc, est-ce qu'il y a autre chose la nuit? Bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut faire la nuit, autre que boire et faire la fête. Oui, il y a aussi le poète, n'est-ce pas, dans ton Il y a le parole? poète, exactement. Oui. Ou un brigand, on peut être brigand aussi. Oui, mais ça, c'est M. Richer qui s'occupe des autres, là. On compte sur vous, là. Parce que collectivement, on a tendance effectivement, il y a une fonction de base. Est-ce que vraiment, là, il y a un micro, là, c'est pas parce que nous, clairement, on peut passer du temps, là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que et je sais pas s'il y en a qui nous parviennent par Internet. Peut-être pas. On verra. Oui, une question, monsieur, là, voilà. Hein? Moi, mon nom, c'est Sébastien. La Ville de Montréal, elle organise depuis plusieurs années, comme d'autres villes, des nuits blanches, parce qu'il y a plein de musées, plein d'activités qui sont ouvertes jusqu'aux petites heures du matin. Oui. Oui, donc, c'est une observation, une question? Oui, c'est une observation. Oui. Mais est-ce que c'est possible que le métro à Montréal soit ouvert 24 heures sur 24? Faudrait demander à la STM. Je pense que oui, il faudrait demander à la ministre du Transport à Québec. Oui. C'est ça. Mais pendant des événements de nuit blanche, je me trompe pas, le métro a des heures de couverture étendues, effectivement. Oui, toujours de Mais je pense qu'on a des enjeux avec la STM présentement, puis le transport public, malheureusement, des enjeux financiers importants. Donc, ça va être une question qu'on pourrait poser. C'est techniquement impossible. Nous, on a parlé avec la STM de ça souvent, puis parce qu'il n'y a pas de voie de contournement à Montréal, de la manière que le métro est construit, ils ont vraiment besoin du 4-5 heures qu'ils ont pour d'entretien la nuit. Ça ne pourra jamais être un métro comme 24 heures comme à New York, mais il y a des bons services d'autobus de nuit. Ils pourraient bonifier le service d'autobus de nuit. Oui. Mais il y a aussi, bon, on verra, là, mais il y a l'OREM qui est quand même prévu pour fonctionner à des heures étendues. 21 heures sur 24, je pense, lui aussi. C'est quand même pas loin de 100%, tu sais. Oui. Si vous habitez à Brossard et vous voulez venir faire la fête à Montréal. Non, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on peut aller à Brossard. On peut aller faire la fête au 10-30. Effectivement. Non, faut pas être si montréalocentrique. Là, il y a des équipements. Une des choses, là, on a l'auditorium à Laval là, qui est installé à côté du métro Montmorency. La place Belle.
Place Belle. Oui, je voulais pas faire de publicité. On a les salles au fameux quartier du 10-30. Tu sais, finalement, il y a un réseau peut-être qui est en train de se déployer. C'est sûr qu'on n'est pas dans la culture émergente. C'est des gros équipements, là. Mais, on a une autre question qui vient. Oui. Ce que je trouve intéressant à travers les années, c'est comme cette 23 heures le soir, c'est devenu vraiment un standard ancré, comme, tu sais, les terrasses. Avant, les terrasses fermaient pas à 23 heures. Tu sais, les parcs, tu sais, moi, j'habite à Outremont, c'est très petit chez nous. L'été, on est là dans le parc. On est en train de jaser à une table de pique-nique. Puis là, la police, tu sais, vient nous, OK, allez-vous-en. Fait que, de plus en plus, même des cafés, maintenant, ça ferme à 6 heures, 7 heures depuis la pandémie. Puis c'est comme, il y a une philosophie. Même la nuit blanche, j'étais vraiment étonnée que la plupart des activités ferment à 23 heures. Puis c'est rare que ça va aller après 1 heure. J'ai dit, c'est plus une nuit blanche. Tu sais, je me souviens, il y a des années, à la mairie, il y avait du square dancing puis des hot dogs et chocolat chaud à 3 heures du matin. Mais là, c'est plus ça. Fait qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre mentalité, notre façon de voir, tu sais, la gentrification de tous nos quartiers. Puis c'est vraiment poche, tu sais, comme à Montréal, c'était ça qui nous rendait comme différents comme citoyens. Puis là, je trouve qu'on devient une ville standard comme toutes les autres villes en Amérique du Nord. Fait que je sais pas c'est quoi ça notre façon de penser, pourquoi ça a changé, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis à qui s'adresser pour commencer à redresser ça. Vous êtes en train de brandir le spectre que Montréal va ressembler à Toronto. Ottawa. On est presque là. Oui, sans hall, par contre. Mais il y a un aspect de la pénurie. Là, je sors de mon domaine d'expertise complètement, mais qu'est-ce que j'ai observé personnellement, c'est que l'aspect de pénurie de main-d'œuvre puis d'attractivité a un impact important. Puis les restaurateurs, puis ils compressent leur heure d'ouverture pour tirer le maximum de profit parce qu'ils ont de la misère à trouver du personnel pour étendre ces heures-là. C'est sûr que quand je regarde les bars de quartier, vous avez sûrement remarqué ça, quand vous allez dans un bar de quartier, il y a tout le temps une pancarte qui dit « Respectez le voisinage parce que j'ai des plaintes. » Fait que ça, c'est un des impacts qu'il y a aussi. Puis nous, comme organisation policière, naturellement, quand il y a un citoyen qui fait une plainte, puis qu'il y a une réglementation qui est applicable, on n'est pas là pour dire aux citoyens, non, mais là, s'il faut ici, on va pas l'appliquer, c'est pas si pire. Puis, donc, si jamais le citoyen se plaint, on observe l'infraction, si vous voulez. Il y a une réglementation, donc on est un peu pris pour appliquer la réglementation. Est-ce que... C'est drôle parce que attendez. déménager à côté du bar. Combien de personnes déménagent à côté du bar, puis là, ils se plaignent qu'il y a un bar? Oui, mais c'est ce que je disais tantôt avec les gens qui ont déménagé à côté de 2 rails de chemin de fer puis croyaient que c'était une installation d'art contemporain. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que la police opère davantage sur dénonciation, donc sur appel, ou automatiquement c'est la réglementation parce que des conversations dans des parcs, est-ce que c'est... comment vous opérez là-dessus? Il y a 2 choses qui peuvent arriver. C'est si tu n'as pas de plainte puis tu n'as jamais de plainte, c'est rare, assez rare que les policiers vont aller d'emblée aller faire l'intervention. Par contre, s'il y a des plaintes répétitives, donc dans le parc dont vous parlez, si à répétition, on a eu des plaintes au niveau du service de police, comme quoi qu'il y avait des gens qui étaient dans le parc tard le soir, les policiers, à ce moment-là, ça devient un point d'intérêt, puis ils vont faire une intervention, même s'ils n'ont pas eu de plainte, parce qu'il y en a déjà eu plusieurs dans le passé, tu sais. Fait que souvent, dans des événements qui sont plus sporadiques, si on veut, on va fonctionner plus sur plainte. Donc, si jamais il y a un rave un soir sur la rue... Je vous dirai pas où. C'est quoi l'adresse déjà? On sent qu'il y a une tactique. Sur Chabanel. C'est une tactique. Sur Chabanel. Donc, sur Chabanel. Port-Royal. S'il y a un rave sur Chabanel, puis t'as pas de plainte, fait à moins que le policier soit très attentif, puis il va aller faire une intervention, mais normalement, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a quand même un aspect, tu sais, Chabanel, il y a quand même des maisons pas tellement loin de Chabanel. Fait que ça se peut que tu aies une plainte d'un citoyen dire « Hey, j'entends de la musique chez nous, j'ai les fenêtres ouvertes, ça me dérange, tout ça. » Fait que là, on va être un peu... pas un peu, mais on va devoir faire une intervention à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait avoir un rave où les gens parlent bas?
Ben, il y a des silent disco, un chuchoting rave. Ouais, mais avec des écouteurs, ça fait un peu bizarre quand tu regardes les gens, Oui, c'est sûr. les gens c'est sûr. danser. Une autre question? Oui? Oui, bonjour. Observation. Voilà. Moi, je suis vraiment quelqu'un de nuit. Je me couche à 6 heures du matin. J'ai toujours été comme ça. Puis j'adore me promener à Montréal la nuit. Je me sens réconfortée à quelque part. Je me sens jamais. Je suis pas mode jamais, mais je me sens pas souvent. Je me sens pas souvent menacée. Mais je reviens à ce que vous disiez au début. Tu sais, il y a un rythme des saisons dans la nuit aussi, le Montréal nocturne. Puis moi, ce qui me manque souvent quand je vis la nuit, c'est que j'aimerais avoir l'opportunité, surtout par exemple pendant une canicule, de pouvoir aller à la piscine ou de pouvoir aller, je sais pas, dans une galerie, dans un musée, parce que ces endroits-là, c'est ouvert comme la période que les gens travaillent habituellement. Donc, il y aurait un achalandage, je crois, il y aurait une autre clientèle. Bref, la bibliothèque aussi, d'avoir un accès la nuit, tu sais, ça créerait une dynamique, une autre dynamique, puis probablement une autre vibe. Par exemple, dans certains quartiers, il y aurait moins de, vu qu'il y aurait une autre dynamique, il y aurait moins de délits, moins de désir de voler quelqu'un parce qu'il y a des gens, puis il y a des... Donc, tu sais, c'est genre de... C'est un commentaire, là. Donc, de ce que je peux remarquer de mon expérience de la nuit. Puis aussi, peut-être si je pouvais préciser de ce que vous avez dit, le quartier Ville-Marie, j'ai vécu dans Ville-Marie pendant 12 mois. Et je voudrais plus réhabiter ce quartier-là. Mais le problème, à ce que je peux voir, c'est pas les aménagements, c'est pas que la nuit, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens en difficultés graves, puis ils n'ont pas d'endroit où aller. Puis ils se sentent toujours menacés par les policiers, fait qu'ils sont toujours dans une espèce de situation d'agression, puis ça exacerbe leur agressivité. Il y a beaucoup de femmes en détresse, puis donc ça prendrait ce que je peux voir, ça prendrait des endroits où est-ce qu'ils peuvent décompresser ou aller sans se faire, se sentir comme agressé ou genre, on va-tu m'arrêter parce que je suis là? Comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que les corps, il faut toujours qu'ils soient en mouvement la nuit, ce qui est un peu dommage, ça prendrait. Puis au rythme des saisons aussi, tu sais, l'hiver, des endroits où on peut rentrer, puis se réchauffer, prendre quelque chose, mais sans nécessairement pouvoir consommer quelque chose, c'est d'être obligé d'acheter quelque chose, parce que souvent la nuit, des gens qui ont pas d'endroit où dormir, ben, tu sais, ça ferait un mix. Je pense que ça l'aiderait la société parce qu'il y aurait un mix à quelque part, puis il y aurait moins de ghetto, puis les gens seraient moins... Donc, ça, c'est mon commentaire. Est-ce que... Merci, madame, parce que vous évoquiez la question des bibliothèques. Il y a des endroits dans le monde où les supermarchés roulent 24 heures, donc ça crée des endroits où il y a un petit peu de vie. C'est sûr que les supermarchés, c'est un autre genre, mais... Les bibliothèques, est-ce que c'est des espaces qui peuvent participer à la nuit? Je sais bien qu'on peut bien dormir dans une bibliothèque, c'est silencieux. Une nuit animée est une nuit sécuritaire, parce que s'il y a du monde dans la rue, s'il y a des gens, s'il se passe quelque chose, la perception de sécurité, elle augmente. Tu sais, on pourrait mettre des food trucks dans les parcs, et puis si les restaurants, parce qu'en ce moment, c'est un désert alimentaire après minuit, il n'y a que des McDonald's ouverts. Si les restaurateurs sont pas à faire, ben, donnons ce droit-là aux food trucks dans les parcs. On aura des attroupements autour du food truck, puis on saura que, si on passe par là, il y a un peu d'éclairage, il y a du monde, on va se sentir en sécurité. Il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait faire, mais malheureusement, les gens qui décident, c'est des lève-tôt puis des couche-tôt. Puis ils comprennent pas la nuit, puis ils savent pas c'est quoi, puis ils ont peu d'intérêt, puis tout ce qu'ils entendent parler de la nuit, c'est des plaintes. C'est tout ce qu'ils ont comme feedback la nuit, les élus. Puis je pense que c'est notre job à nous, comme noctambules, de prendre notre voix, puis de peut-être se lever un peu plus tôt pour aller leur parler. Regardez l'autre côté de la société. Mais Monsieur Richer, vous avez parlé de vos opérations de terrain. Ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que les acteurs culturels ont pris les élus pour faire des opérations de terrain la nuit? Ça s'adresse à vous.
vous me demandez si la police a déjà pris des élus? Non. Là, ça a été dit, il y a des opérations de terrain, des visites, des marches, enfin, je ne sais pas quel terme vous avez employé, mais mettons des exercices à plusieurs parties pour aller sur le terrain pour voir comment on peut améliorer les choses. Mais avec les élus... Le professeur Luc Wandinsky fait ça, des marches nocturnes. J'ai jamais réussi. Écoutez, ils sont tellement difficiles à rejoindre, nos élus. J'étais capable d'en ramasser 3-4 ensemble. Je les ferais traverser la ville entre 2 heures et 4 heures le matin, voir. Puis là, quand ils auront envie de faire pipi, ben ils chercheront la toilette où y aller parce qu'il y en a pas. Puis surtout, tu sais, ils vont comprendre c'est quoi la réalité de. Ah, ben, on veut s'en aller là. Ah, il est à l'heure. Ben, on va aller prendre l'autobus. Ah, il y a pas l'autobus passe dans 45 minutes. OK, mais on va attendre, on va marcher. Tu sais, effectivement, c'est une activité que j'aimerais organiser un jour. Bon, alors, mais on a de la difficulté à les avoir de jour. Imaginez les avoir de nuit. Oui, mais en plus, avec des noctambules qui dorment le jour, là, ça va être difficile. Il faudra vraiment que chacun mette un petit peu d'eau dans son réveil matin. Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière intervention, puis après ça, il y en a deux. Bon, deux dernières interventions. Ben, je vais faire du pouce sur ce que M. Grondin vient de dire. L'animation culturelle, l'activité, bon, il y a plein d'études qui le démontrent aussi, amène un sentiment de sécurité. Toute la question de la perception, qui est très, très importante. Puis j'étais quand même étonné de la présentation de vos statistiques tantôt. La baisse d'appels drastique entre 23h et 8h du matin. Puis ce message-là, on l'entend jamais. De ce que j'ai compris de vos chiffres, entre autres choses, en fait, on parle plus d'inconfort. On parle de troubles de la paix, mais pas de délits majeurs, pas de crimes graves, en tout cas à la baisse dans ces horaires-là. Donc, c'est vraiment des enjeux de cohabitation et de perception, mais encore, la nuit est présentée de façon, par la couverture médiatique, comme étant dangereuse. Là, vous avez un nouveau chef de police. Je ne veux pas vous demander de faire de la politique, là, mais est-ce qu'il y a politique et police ont la même racine étymologique. Oui, mais... Et ça s'appelle la cité. Mais est-ce qu'il y a est-ce que c'est des discussions qui se passent au SPVM? Est-ce qu'il y a d'une autre façon d'aborder la ville? Puis, bon, ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a une ouverture ou c'est pas encore du tout à l'agenda puis il y a plein de choses à faire? Puis, ma deuxième question, quelles implications seraient pour les effectifs policiers d'avoir des activités étendues tout au long de la nuit? Puis, tu sais, on pense souvent à l'exemple qui est cité. Tantôt, on a parlé d'Amsterdam. La congestion à 3 heures du matin, c'est là où il y a un nœud. Si on l'étale entre 3 heures et 8 heures, ben, est-ce que, on a eu même des exemples pendant les heures prolongées. Bref. Est-ce qu'il y a une ouverture? Puis, quelles seraient les implications pour le SPVM? Bien, c'est sûr que là, on est en train avec la distribution de nos effectifs, il y a un travail qui est à faire. Parce que là, je vous parle il y a quelques années de ça, on avait trois quarts de travail. Puis les effectifs étaient un tiers. Je parle pour les patrouilleurs, là, pas pour les enquêteurs, tout ça. Là, on est en train de réadapter ça parce qu'effectivement, ben, on a moins d'appels la nuit, donc on a moins besoin d'effectifs. Donc, on est en train de donner des horaires plus atypiques que qu'est-ce qu'on connaissait dans le passé. Là, je parle pour le service de police, à nos policiers pour que justement, ben, on ait plus de personnel au moment où il y a plus d'appels. Puis moins de personnel où il y a moins d'appels. Donc, on est en train d'ajuster ça. Fait que ça, c'est une des actions qu'on a. Si jamais au niveau de la réglementation, tu sais, nous autres, on est là pour appliquer la réglementation. S'il y a une volonté politique de faire des modifications, tout ça, on va nous demander notre opinion. En lien avec la prolongation des heures d'ouverture, c'est tout le temps une question de cohabitation qui devient un enjeu. C'est un bon point, puis on en a déjà discuté. Puis j'ai été, moi, chef de poste de quartier dans le centre-ville, donc dans le village, puis dans le poste de quartier 21, là, qui est dans le quartier des spectacles. J'ai été là comme chef d'unité, fait que je connais assez bien ces environnements-là. Puis quand on me posait des questions par rapport à ça, de la prolongation d'ouverture, je peux pas dire comme organisation policière on est contre. C'est un bon point de dire que tu as une convergence à 3 heures du matin, tout le monde sort du bar, un peu éméché, ça chamaille souvent, ça a un impact. La logique de dire on va prolonger cette période-là
décompression, je sais pas trop comment dire ça, mais cette période-là où les gens vont sortir du bar, mais ça se défend comme logique. Par contre, comme je vous disais, c'est tout le temps l'aspect de cohabitation. Fait que si c'est un résident du centre-ville ou près d'un bar ou quoi que ce soit, puis que cette période-là, ben ça va du 3h jusqu'à 6h le matin, ben ça peut avoir un impact. Mais ça, c'est des décisions politiques qui doivent se prendre. Puis ensuite de ça, ben, comme organisation policière, nous, on va appliquer ces réglementations-là, puis on va appliquer c'est quoi les volontés politiques. Donc, c'est un peu notre position par rapport à ça. Mais c'est une logique qui se tient quand même de dire que tu prolonges la période puis que tu n'as pas cet amalgame-là. Parce que j'ai fait les sorties de bar à 3h du matin au centre-ville. C'est pas toujours chic quand tout le monde sort en même temps. Ça, c'est sûr et certain. Ben, on pourrait s'arranger pour qu'ils sortent à 8h le matin. Ça, ils se reprenaient dans le trafic. Ouais, ben, j'imagine que ça va question. s'étendre à ce moment-là. J'espère, en tout cas. Dernière question, et on va faire un tour de table sur la question qui préoccupe tout le monde, le plan d'urbanisme. À vous. Bon, ben, ma question est un peu en lien avec ça. Bonsoir, mon nom est Samuel, je suis architecte. Merci pour cette conversation à la fois emballée et emballante. J'ai une question concernant le rôle des professionnels de l'aménagement du territoire. Et selon vous, c'est une question qui s'adresse aux trois. Selon vous, quel est le rôle de ces professionnels-là dans l'amélioration de la cohabitation en ville? Parce que ce que je retiens de la conversation, c'est que le bruit et les enjeux de sécurité semblent être au cœur de ces frictions-là. Donc, selon vous, qu'est-ce que les professionnels de l'aménagement peuvent faire pour améliorer cette cohabitation? Puis, si vous avez des exemples, soit contemporains ou historiques, des exemples où le design a contribué à améliorer la cohabitation en ville. Merci. Bon, merci. Alors, qui veut se lancer? Moi, Valéria? Oui. Merci pour votre question. C'est vraiment quelque chose que je me pose souvent comme question. Je pense que il n'a pas été énormément abordé de se demander ou de créer un aménagement de la ville qui est purement nocturne. On travaille souvent sur la ville le jour et on essaye d'appliquer les mêmes règles à la nuit, mais jamais on inverse jamais le regard. Qu'est-ce que c'est, par exemple, une architecture de la nuit? On pense jamais à ça. Qu'est-ce que c'est un plan d'urbanisme de nuit? Qu'est-ce que c'est? On essaie toujours c'est comme si la nuit devient de plus en plus un espace anéanti, qu'on essaie de ne plus le développer, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va, j'ai aucun exemple à vous donner là, mais c'est quelque chose que moi, en personnel, ça me tient au cœur. Comment réfléchir à la ville, à l'espace nocturne, à partir de la nuit. Et comment même cette perspective nocturne peut nous faire réfléchir aussi à certains problèmes qui se passent dans la ville diurne. Et je pense que Montréal, c'est un bon lieu pour tout ce genre de projet, même ce que vous en parlez, de repenser la ville nocturne. C'est une ville qui est extrêmement sécuritaire. Je pense que c'est une ville qui permet de faire des projets, qui permet de faire des tests, que malheureusement dans d'autres villes où j'ai vécu, on pourrait pas même avoir ce genre de discussion. Donc c'est vraiment un privilège qu'on a ici, qu'on pourrait vraiment prendre en compte et vraiment s'engager au niveau citoyen, au niveau recherche, au niveau voilà tout. Ben, c'est absolument une note optimiste. Je pense, non. Est-ce que, à vos niveaux, est-ce que vous avez des discussions avec des architectes, des urbanistes? Non, malheureusement, non. Votre point, c'est très intéressant. Puis je vais vous donner un autre exemple qui est complètement en dehors de la vie nocturne, mais moi, j'ai été commandant dans Saint-Michel pendant une période de temps. Puis là-bas, il y avait le plan Robert, qui est l'habitation HLM qui était là. Puis à un moment donné, ils ont fermé le plan Robert, puis ils ont tout réaménagé le plan Robert. Puis c'est encore des HLM, puis la différence était phénoménale. Tant au niveau de la sécurité, quand on regarde policier, parce que de la façon que ça avait été construit, c'était complètement, c'était non sécuritaire. Il y avait toutes des petites allées, puis tout ça, puis
tu pouvais être en plein jour puis tu avais un sentiment d'insécurité quand tu te promenais là-dedans. Puis là, quand ça a été raménagé de façon différente avec un allée centrale, premièrement, c'est magnifique. Puis ensuite de ça, ben déjà là, tu te sens bien quand tu es dans cet espace-là. Donc, c'est sûr que les architectes qui ont un impact incroyable. Tu sais, quand on parle de cohabitation, quand on parle de problèmes de bruit, quand on parle d'accès au transport en commun, tout ça, quand tu vas sortir d'un bar, quoi que ce soit, c'est tous des éléments qui doivent être pris en considération quand on fait un aménagement de l'espace. Présentement, à Montréal, ben ces nouveaux aménagements-là, c'est sûr que c'est une ville qui est quand même une vieille ville. Fait que quand il y a des modifications qui sont faites, ben j'ose espérer qu'il y a ce regard-là de la cohabitation, saine cohabitation, puis de l'aspect de sécurité aussi. Il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé, mais quand je vois des nouveaux aménagements, je trouve que il y a une pensée derrière ça. Mais moi, j'ai jamais eu de contact avec les architectes, mais c'est extrêmement intéressant comme approche d'avoir ce regard-là. Nous, il y a une grande recherche sur la qualité du cadre bâti à l'Université McGill. Il y a un groupe qui travaille spécifiquement sur l'architecture nocturne. D'ailleurs, il y en a quelques-uns assez en avant. Des crypto architectes. Mais au niveau moi personnellement, c'est plus avec les urbanistes que j'ai eu la chance d'échanger, les urbanistes de la ville de Montréal, entre autres, parce que je pense vraiment que les urbanistes ont les clés de beaucoup de problèmes qu'on a à Montréal de cohabitation. Des exemples qu'on peut donner facilement, ben c'est par exemple s'assurer que quand on crée des bureaux, pourquoi au premier on met pas des salles de spectacle, des restaurants, des salles de spectacle dans le sous-sol, creusons un étage de plus dans le parking, on va mettre une boîte de nuit là, comme ça on va le mettre dans le sous-sol, ça dérangera pas personne. Puis de manière générale à Montréal, je trouve personnellement qu'on a une obsession beaucoup sur la mixité des usages là. Tout doit être mixte tout le temps. On dépense 250 millions pour créer un quartier des spectacles, puis 10 ans après, on laisse construire 14 000 unités de condos autour. C'est comme, à un moment donné, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la fermière, tu sais. C'est parce que c'est un petit peu la mentalité à la Ville de Montréal. J'ai l'impression qu'on veut avoir les taxes, les revenus des taxes foncières, puis de l'autre côté, on déborde sur le sujet, s'il vous plaît. Je pense que on est sur le sujet parce que c'est vraiment le plan d'aménagement qui pour moi, fait pas de sens. Je retiens de Valéria que de l'urbanisme, des plans d'urbanisme 24 heures sont moins, qui sont conçus à partir de la nuit, sont moins fréquents. Il y a peut-être l'occasion de l'inventer à partir de Montréal. L'exercice va être, il y a eu une interminable consultation sur le projet de ville, la vision 2050. Peut-être vous avez contribué à ça. S'en viendra bientôt un projet de plan qui sera en consultation l'année prochaine. C'est peut-être une occasion d'introduire ou de voir si c'est là. Peut-être qu'on ne sait jamais. Il faut faire confiance des fois. Et peut-être c'est là-dedans. Peut-être qu'il y a moyen de le bonifier. Moi, je pense que ce serait une belle occasion à saisir. Mais pour l'instant, là, c'est pas parce qu'il faut rouler les trottoirs, là, mais on a un petit peu amené notre échange à son échéance. Et je voudrais remercier Mathieu Grondin, Vincent Richer et Valéria Teyes Niemeyer, brésilien, on pense tout de suite, mais il n'y a pas juste brésilien. Alors, on vous remercie infiniment pour avoir pris le temps d'être avec nous. C'est un sujet qui ne fait que commencer puisqu'il est juste 7h30 et la soirée est encore jeune. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais on vous invite également à être parmi nous en février, vérifier en mode virtuel, cela dit. On aura un échange urbain qui va porter sur le tourisme et les quartiers. On a parlé de la rue Wellington, là, ça serait peut-être pas produit dans le temps où Verdun comme Outremont étaient des dry towns, là, parce que, mais c'est un sujet de plus en plus pressant. Il n'y a pas juste à Venise où il y a du surtourisme, il n'y a pas juste en Toscane où le tourisme est une façon de valoriser les lieux de vie. Donc ça, on vous invite également en avril, ça va porter sur les grands parcs, donc un peu des éléments de notre discussion à l'occasion du 150e des 2 premiers grands parcs de Montréal, les parcs Logan et l'île Sainte-Hélène, c'est-à-dire le parc La Fontaine et le parc Jean-Drapeau. Alors, on vous remercie encore, merci à nos panélistes.